Oui, bonjour, bienvenue. Donc, dans cette vidéo, je vais parler que quelques minutes parce que je vous mets derrière ma vidéo l'invitation que j'ai eue sur le média Toxin avec Thierry Sénéclose, agriculteur de la Drôme, et José Pérez, agriculteur du Lot-et-Garonne, de la coordination rurale. Une table ronde, un débat a eu lieu ce matin. Donc je vous mets la vidéo en deuxième partie. J'ai juste deux choses à vous dire. La démocratie à la française, c'est une catastrophe, c'est même plus honteux. C'est toujours les 6 candidats qui sont invités sur tous les plateaux pour l'élection européenne. Et France Télévisions a organisé un deuxième débat aujourd'hui mardi soir avec Madame Artaud, Monsieur Asselineau, Monsieur Governatori, Lacroix, Monsieur Lacroix, Monsieur Louroux-Turou, Monsieur Philippot et Madame Hélène Touy, du Parti animaliste. Les autres candidats, dont Georges Kuzmanovic, mais les autres candidats ne sont pas invités. C'est pas dur de faire un débat à 10 ou à 15. Ils ne sont pas invités. Dernière remarque, pour les élections européennes, le cœur du sujet, pour nous, les agriculteurs, il y a beaucoup de blabla, mais ce qui compte, ce n'est pas les effets d'annonce, c'est les faits. Mettez le rétroviseur, regardez ceux qui sont au Parlement européen depuis les mandats précédents et qui ont des groupes, qui ont un nombre de députés, qui sont la bande des 6 que vous avez vu depuis quelques semaines, tous les jours à la télé, toute la journée, sur tous les médias, toutes les grandes radios. Le cœur du sujet, c'est le revenu agricole. Parmi les gens qui interviennent pour se présenter à la candidature député européen, parmi tous ces groupes, le RN, les Républicains, tous, cherchez-moi qui, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, ont déposé un amendement à l'Europe ou en France à l'Assemblée nationale, puisqu'ils ont des groupes, pour encadrer les marges de la grande distribution et de l'agroalimentaire, puisque l'agroalimentaire est parti avec la caisse. Ils sont partis avec la caisse, les gens des coopératives. Ils ont monté des holdings, ils sont partis avec la caisse. Ils ont pillé les paysans, ils ont ruiné les paysans. Et à la place de ça, de la poudre aux yeux, la loi Egalim. Donc tout ça pour conserver, la loi Egalim, des contrats de volume sans prix, pour conserver les petits soldats, et pour faire tourner les boutiques et protéger le bloc élitaire qui crache sur le bloc populaire. Validé au niveau européen, les députés européens, ils n'ont rien fait pour arrêter les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux qui sont les jardins des multinationales de l'agroalimentaire et des centrales d'achat. Et donc ces paradis fiscaux, ça touche bien sûr l'agriculture, mais c'est la ruine des services publics et c'est la ruine pour notre système de santé. Je vous remercie. Bonne suite de vidéos avec le passage chez Clémence de chez Toxin que je remercie. À bientôt. Bonsoir à tous, parce qu'évidemment, ce que font les agriculteurs, c'est notre alimentation tous les jours. Et il est vraiment important de commencer à prendre ce sujet au sérieux. Depuis hier, des agriculteurs français et espagnols bloquent la frontière franco-espagnole. Je propose d'ailleurs, on peut regarder des images en même temps. C'est au niveau de la gare de péage de l'A63. Une alliance donc inédite entre les agriculteurs des deux pays pour un blocage au même endroit. C'est une première et une façon de se faire entendre quelques jours avant les européennes. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les déceptions? Parce qu'il y a eu des promesses, rappelez-vous, il y a eu des promesses face après les dernières révoltes, on va dire, et manifestations agricoles. Bon, ces promesses, visiblement, n'ont pas été tenues. On va faire le point avec nos 3 invités, Thierry Sénéclose, Philippe Grégoire et José Pérez. Bonjour Thierry Sénéclose. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Pérez, bonjour Monsieur Grégoire, et bonjour à vous, merci de m'inviter. Merci à vous d'être là pour ce sujet important. Je rappelle que vous êtes agriculteur indépendant dans la Drôme. Bonjour Philippe Grégoire.
Bonjour. Bonjour, et vous êtes, vous, agriculteur à Chanzeau, dans le Maine-et-Loire, d'ailleurs sur la liste de Nous le Peuple, dont nous parlions juste avant, et puis également coprésidente du SAMU social agricole national, et vous avez beaucoup de choses à dire à ce titre. Et enfin, nous sommes avec José Pérez. Bonjour José Pérez. Ah non, José Pérez nous rejoint un petit peu plus tard. Alors, on va commencer, Philippe Grégoire, peut-être par vous donner la parole. Je sais que votre temps est limité et vous aviez justement, face à ces promesses qui ont été faites, j'aimerais bien qu'on fasse un bilan finalement de ce qui a été tenu et non tenu. Donc, bonjour Clémence, un bonjour à Thierry et à José Pérez. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, j'ai réussi à me faire remplacer, donc je vais pouvoir rester un peu plus longtemps, contrairement à ce que j'avais vu. Très bien. Donc, le sujet, si vous voulez, moi c'est la première fois de ma vie que je me présente à une élection européenne. On m'a demandé et j'ai décidé d'aller avec les gens du peuple. La situation est grave, bien sûr, on va revenir à l'agricole, mais elle est grave parce qu'ils veulent faire fédéraliser l'Europe, c'est-à-dire que les États-nations n'auront même plus le droit au chapitre. Donc, on va être totalement verrouillé. Donc, ça, c'est extrêmement grave. C'est pour ça que j'ai rejoint les souverainistes. On a beaucoup de regrets qu'on ne puisse pas les regrouper dans un seul parti, malheureusement. Hein, c'est ça le problème. Bon, mais c'est bien ce que font les gars des Pyrénées, que ce soit Jérôme Baye, peu importe. Toute initiative, déjà, les gens qui font ça sont courageux. Parce que critiquer en restant chez soi, c'est facile. Faire, c'est beaucoup plus difficile. Bon, le sujet, il est très simple, hein, Thierry le connaît, c'est des revenus à hauteur des coûts de production avec une gestion des volumes. L'agriculture s'effondre comme on a perdu toute notre industrie. Et l'agriculture, on va perdre un savoir-faire. Thierry sait de quoi je parle. L'agriculture, c'est du long terme. C'est du savoir-faire. On ne s'improvise pas comme ça à cultiver du blé, à moissonner du blé, à traire des vaches. C'est du long terme. On est en train de nous détruire à cause du libre-échange. Qu'est-ce qui a tenu si on regarde dans le rétroviseur? Oui. Et les politiques sont tous responsables. Hein. Oui. Ça, que ça soit les Républicains, l'UMP, le Parti Socialiste, la Macronie, ils ont tous baigné là-dedans. Oui. Hein. Enfin, sauf que les dernières promesses, c'est la Macronie. Mais allez-y, oui. Mais on est d'accord, il y a un passif. Qu'est-ce qui nous a détruit? Prenez ce qui a marché, hein, même si c'est jamais un long fleuve tranquille, c'est les AOC. En vin, c'est le champagne, c'est le Beaufort, c'est le comté, c'est le maroilles. Il faut se détacher du marché mondial, il faut faire les échanges sur la base de la coopération, comme les Indiens le font et les Chinois, c'est-à-dire que nous, quand on vend des Rafales à l'Inde, d'ailleurs, pourquoi ils veulent nous acheter des Rafales? Ils veulent pas acheter des avions aux Américains, donc ils veulent garder un contact avec nous. Et bien, ces échanges-là, faut pas les faire sur la base du libre-échange, faut la faire sur la base de la coopération et vendre nos céréales au coût de production, vendre nos canards, nos lapins au coût de production. Et ensuite, faut revenir au maximum, ça c'est pour ce qui est tous ces échanges internationaux, le reste, faut revenir sur du local. Faut valoriser sur les territoires avec la nouvelle loi de sécurité civile qui a été prise par le ministère de l'Intérieur en 2004, pour la protection des populations. Il faut revenir sur les territoires avec du local, parce que la nourriture, c'est la santé. Oui. Alors ça faisait même pas partie, le local et le territoire, ça faisait même pas partie des promesses. Mais dans les promesses, je vais me tourner vers José Pérez, parce que José Pérez, vous avez participé amplement au blocage des autoroutes et autres pour vous faire entendre dans ces dernières révoltes. Vous aviez quand même, vous étiez parti pas serein, mais on va dire en tout cas avec quelques promesses. Qu'est-ce qui a été tenu, qu'est-ce qui n'a pas été tenu? Dans les promesses, il n'y a pas grand-chose qui a été tenu aujourd'hui. Même les plans de trésorerie qui avaient été validés directement là-bas en agriculture ne sont pas appliqués partout, quoi. Hein. C'est plus appliqué localement parce que on s'est battu chez nous dans des départements avec nos banquiers que quelques mesures de trésorerie soient appliquées, quelques décalages en cours bancaire. Mais c'est des bricoles tout ça, c'est des bricoles, c'est juste avancer pour mieux sauter demain, quoi. Hein. Oui. Après, sorti de ça, il n'y a rien du tout, quoi. Aujourd'hui, la vraie problématique, c'est le revenu, quoi. Et au niveau du revenu, il n'y a aucune avancée. Oui. Dans les textes, personne ne parle de comment faire évoluer le revenu de l'agriculteur, quoi. Alors, il y a les revenus, puis il y avait un autre problème, c'était la distorsion de concurrence.
Et à ce sujet, je vous rappelle que Emmanuel Macron et son gouvernement ont dit mais nous, ça y est, il y a des clauses miroirs. Le CETA est un bon traité. Il y a des clauses miroirs. Donc et les clauses miroirs, je rappelle pour tous, hein, c'est le fait d'imposer aux autres ce qu'on impose à notre propre pays, donc à nos propres agriculteurs. Thierry Sénéclaude, à ce sujet, les clauses miroirs, finalement, est-ce qu'elles existent en France, enfin par rapport aux pays étrangers? Non, 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 non. Comme le dit José, comme le dit notre cher ami Philippe Grégoire. précédent, je veux dire, on nous amuse avec ce loi Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3, Egalim 4. On sait très bien que tout ça est inapplicable, sachant que les contrats qui pourraient être mis en place entre les agriculteurs et les acheteurs sont toujours des contrats unilatéraux. Pourquoi? Parce que si vous voulez, on est quand même, on produit du vivant. Et le vivant, vous le voyez très bien cette année, l'année en est la démonstration parfaite. Eh ben, les blés sont en train déjà de s'abîmer dans les champs. Il faut énormément traiter parce que il y a énormément de pluie. Oui. Les champs sont en train de s'enherber, sont dégueulasses. Une grande partie des parcelles ont été noyées. Oui. Les semis de printemps sont en train de ne pas se faire. Oui. Ceux qui ont été faits sont souvent à refaire. Nous-mêmes, l'agronome qui avions subi les orages du 18 septembre, avons travaillé plus de 2 mois à remettre des parcelles en état avant de commencer à pouvoir semer. Aujourd'hui, rien que dans mon secteur, qui pourtant n'est pas des plus humides actuellement, il reste encore 20-30% des surfaces qui sont pas semées. On se demande même l'intérêt économique de les semer maintenant. Donc, si vous voulez, les clauses miroirs, eh ben oui, pourquoi pas, mais on est dans un système où c'est que les contrats que l'on propose aux agriculteurs sont toujours à la contrainte de l'agriculteur, parce que de toute façon, ce qu'il va produire évolue en fonction du climat. Vous pouvez très bien faire dans le nord 12 tonnes de blé à l'hectare, dans le sud on peut très bien en faire 5 tonnes. Donc 5 tonnes avec un prix de, admettons, 150 ou 200 $ la tonne, ça ne dégage pas le même chiffre d'affaires qu'avec 12 tonnes et le même prix. Et pourtant, coté sur le marché mondial des céréales, le marché mondial des céréales fourragères. Le problème qu'il y a, si vous voulez, c'est que avant tout, on a déjà un territoire qui est très disparate et chaque région doit vivre. Mais en ce qu'on s'aperçoit, chaque agriculteur doit vivre de son travail. Ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est qu'aujourd'hui, le fameux barrage qui est reparti, blocage des Pyrénées, qu'on peut saluer, hein, ce courage. J'ai essayé, moi, de motiver un peu les gars d'un Drôme pour bloquer la 7. On va peut-être y arriver un de ces jours, mais pour l'instant, on a dû retarder parce qu'on a encore tous beaucoup de travail, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Je veux dire, et vous ne pouvez pas vous absenter, le télétravail n'existe pas chez les agriculteurs. On voit bien qu'il y a une union des agriculteurs, qu'ils soient français, européens et mondiaux. Le problème fondamental, c'est que on manipule sur le marché boursier des céréales comme on pourrait manipuler de la ferraille ou du pétrole ou des matériaux de construction. Oui. Ça n'est pas normal. Les contraintes que nous avons sur le territoire français, sur le territoire espagnol, roumain, allemand, brésilien et tout, les contraintes administratives, les contraintes sociales ne sont pas les mêmes. Il ne peut pas y avoir d'harmonisation de cours mondial des céréales s'il n'y a pas d'harmonisation des coûts de production, des coûts de société, des coûts sociaux. Donc, c'est pour ça que il faudrait déjà, je pense, sortir la cotation du prix des céréales du marché de la bourse. On voit tous les jours, ça sautille. En attendant, les prix montent, les prix descendent. Il y en a qui font, sur des entrées et sorties de marché, des fortes plus-values, et le monde agricole, il crève. Et comme je le dis, et on le redit, j'écoutais hier, je crois, Madame Hayet ou Monsieur Attal, ils disaient, mais on peut pas s'assurer si les Russes, si machin, le prix des céréales va flamber, les gens ne pourront plus acheter du pain. Ce qui constitue le prix du pain en France aujourd'hui n'est pas le prix des céréales. Ça ne représente que quelques pourcents dans le prix de la baguette. C'est le prix de l'énergie, c'est le prix. Oui. Et la baguette, voilà, c'est l'énergie, c'est les charges sociales. Tout ça, c'est à la responsabilité de notre gouvernement. Ouais. C'est tout. Ouais. Donc, alors, José Pérez, allez-y. Et le gouvernement là-dessus, là il a la main. Par contre, sur le prix des céréales, sur nos prix de nos productions, on s'est bien rendu compte que ce gouvernement, il n'a rien, il peut rien faire. Par contre, comme disait monsieur, sur le prix des charges, tout ça, là oui, là ils ont la main. Alors ils ont qu'à faire les choses. Ils ont qu'à baisser les cotisations sociales. Ils ont qu'à refaire un mode de calcul des cotisations MSA pour les agriculteurs. Ils ont qu'à sortir les impôts fonciers. Ils ont la main sur plein de choses. Bien sûr. Sortir du marché européen de l'énergie, arrêter de sanctionner la Russie qui nous sanctionne plutôt nous que la Russie. Enfin, on pourrait faire plein de choses pour récupérer. La MSA,
La MSA, Oui. j'étais sur le barrage de la Drôme à Albon, on avait 3 revendications principales. Qu'on arrête de nous compter les mètres cubes d'eau, alors qu'en ce moment on est envahi, que les pouvoirs publics ne font aucun investissement pour stocker l'eau, alors que dans nos régions, il pleut énormément toute l'année et l'eau, elle part à la mer. Mais on préfère emmerder les agriculteurs plutôt que d'investir dans leur sens. La MSA, on a manifesté à la MSA comme on fait dans d'autres régions. Je l'ai dénoncé. On a eu des agriculteurs pour 23-25 000 euros de revenus qui ont payé jusqu'à 70 000 euros de MSA suite à l'exercice 2021-22. Et donc, continue de payer en 2003. Rien n'a été révisé. La MSA nous a donné des numéros de téléphone pour qu'on les appelle. Il y en a quelques-uns qui sont allés, mais on ne sait même pas y aller parce qu'on ne sait pas comment leur proposer en matière de paiement. Ils ont payé jusqu'à 2 à 3 fois le salaire prélevé. La MSA est en train de payer les trésoreries. Ça, c'est le ressort de M. Attal et du gouvernement actuel. De dire stop, on bloque les MSA, plafonner un truc, laissons la trésorerie des agriculteurs. C'est pas Bruxelles, là, c'est pas le cours mondial, c'est encore autre chose. C'est eux, ils en ont le pouvoir. On est en train de spolier les agriculteurs par des charges sociales calculées par rapport au revenu des exploitations des années précédentes, qui n'étaient finalement qu'un rétablissement de 30 à 40 ans de retard. On l'a dit, on en a fait la démonstration, toutes les personnes sur l'antenne sont d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'on a des prix agricoles, on vend nos marchandises au prix d'il y a 40 ans, on a les charges et les contraintes d'aujourd'hui. Et la MSA vous écrit, monsieur, vous payez avant 15, parce que sinon, on va vous mettre l'huissier aux fesses, etc. Il y en a ras-le-bol. Monsieur Attal doit non seulement faire des annonces, mais le gouvernement doit décréter le blocage des cotisations sociales plafonnées à un revenu minimum. Les agriculteurs contribuent largement à cette société qui est en faillite. C'est pas qu'ils contribuent, c'est qu'ils travail non rémunéré. Mais bien sûr, vous êtes le pilier de notre société. Je le répète souvent. Donc, et d'ailleurs, je lisais, je l'ai pris en note un mot d'un de nos auditeurs qui dit: le jour où la paysannerie française disparaîtra, c'est la France qui disparaîtra. Je pense qu'il a bien raison. Malheureusement, on n'est pas loin du compte. Alors aujourd'hui, si on reprend toutes les promesses d'Emmanuel Macron, et vous avez raison de dire c'est pas les premiers, hein, ça avait commencé avant, évidemment, cette destruction de l'agriculture française. Finalement, si on veut résumer, si on veut aller au cœur du sujet, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est le pot de fer boursier contre le pot de terre agricole. Et tant qu'on ne sera pas sorti de ce marché international boursier, finalement, qui n'a aucun sens, qui n'a aucune valeur, qui ne reconnaît pas la valeur du travail que vous faites et de ce que vous produisez, eh bien, qui peut dire que finalement, des heures de travail, des vaches bien traitées, un lait pris dans les meilleures conditions, eh bien, va d'un seul coup être racheté limite à un prix négatif. Enfin, donc tout ça, c'est du non-sens. Et en fait, mais ça, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable finalement? Est-ce que vous croyez même qu'aujourd'hui le gouvernement peut jouer ce jeu-là et se dire, on sort de tout ça et on redonne une vraie valeur? Est-ce que vous faites? Et je donnais parole à Philippe Grégoire qu'on a un peu moins entendu. Oui, tout à fait, c'est des volontés politiques. Il faut savoir que malheureusement, les représentants depuis 40 ans de la FNSEA qui ont la main sur les médias ne disent pas la vérité. Aujourd'hui, la vérité, c'est que les comptes sont bloqués dans beaucoup d'exploitations. Les aides n'ont pas été versées, comme l'a dit José. Ouais. Il y a eu une pommade de passé, mais ils ont roulé tout le monde dans la farine. Le renouvellement des tracteurs, imaginez-vous qu'il y a des tracteurs en panne dans les exploitations, les gens n'ont plus les moyens des réparer et la banque ne veut pas financer. Les tracteurs, ils sont dans les garages en panne. La banque, bien sûr, ne veut pas financer. Les bâtiments d'exploitation, pratiquement, les gens ne peuvent plus les renouveler. On ne peut plus faire des bâtiments neufs. Ouais. Donc ensuite, quelle est la solution? Faut revoir le modèle, puisqu'il nous revient que 6,50 € sur un panier de 100 €. Faut sortir de la financiarisation de l'économie agricole telle que l'a dit Thierry. Si on joue sur la bourse, imaginez-vous que du temps de Bruno Le Maire, où j'allais dans les ministères, le groupe Total avait acheté toute une partie des céréales pour spéculer. Donc, on ne peut pas rester dans un modèle comme ça. Ensuite, Thierry l'a dit, en agriculture, si on veut garder une agriculture sur le territoire, comme on veut garder une énergie pas chère et abondante, l'énergie pas chère et abondante, Loïc Le Floch-Prigent, il travaille avec nous, le sait très bien. Aujourd'hui, c'est l'énergie nucléaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas un peu de renouvelable, mais c'est l'énergie nucléaire. Donc, nous, au niveau agricole, le monopole des facteurs, c'est que par rapport à une usine Michelin ou autre, nous, on est tenu par les aléas du climat et on travaille avec du vivant. Donc, on ne peut pas, sur un ordinateur, faire des programmations comme ça à l'année. C'est du virtuel. Ensuite, la MSA, d'en revoir le modèle, il faut revoir le modèle fiscal.
Le modèle fiscal fait qu'on est imposé sur un bénéfice agricole qui n'est pas notre revenu. Le bénéfice agricole, il est destiné à garder une marge de sécurité, à réinvestir, et ensuite on se verse un salaire qui s'appelle des prélèvements privés. On est imposé sur un bénéfice d'entreprise. Ça ne peut pas fonctionner, ça. Le modèle fiscal, c'est la responsabilité de nos gouvernants. Hollande, Sarkozy, Macron. Et avec cette fiscalité-là, Thierry a raison, ils sont en train d'accélérer la mise en faillite des paysans. Oui. On va sur des faillites massives. Oui. On va sur des faillites massives. Attendez, on va écouter José Pérez. Oui. C'est à nous aujourd'hui, par rapport à la MSA, de faire modifier les choses. Aujourd'hui, on a changé de président national, hein, mais il faut tout le monde rentrer en contact avec lui, et pour qu'il fasse évoluer les choses. Je pense que on peut modifier ce système de cotisation MSA. Le mode de calcul est pas bon. Il est même reconnu par la MSA que ce mode de calcul est pas bon. Donc à nous de mettre la pression aussi à la MSA pour faire évoluer les choses et pour calculer ce mode de calcul. Comme disait le monsieur, on peut plus être imposé sur le bénéfice, voilà, un bénéfice qui est faux, parce que c'est un bénéfice que sur le papier. En réalité, l'argent qui est marqué sur le comptable, sur le bilan, c'est pas du tout la réalité. Et on est imposé sur du vin, du vin qui nous coûte très cher, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'y arrive plus. Et entre ça, plus toutes les contraintes environnementales, plus toutes les contraintes, tous les contrôles, tous les emmerdes qui vont autour, mais on n'y arrive plus. Et le gouvernement, à ce niveau-là, il peut faire les choses. Il a la main. Et il ne les fait pas. 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 Et en plus, il nous prend pour des imbéciles. Oui, mais vous avez encore confiance? Vous croyez encore qu'il peut changer? Ça fait plusieurs fois qu'on a des promesses qui viennent de ce gouvernement. Mais on n'avait pas confiance depuis le départ. On n'a pas confiance. On pensait, quand on est monté à Paris, on pensait peut-être qu'on allait être écouté. Tous les paysans de France s'étaient mobilisés, peu importe de syndicats, qui sont syndiqués ou pas. Tous les paysans, là, c'était les paysans de France qui parlaient. Putain, et si ce gouvernement n'est pas capable d'écouter ces paysans, mais là, on a vu qu'il n'en est pas capable et qu'il ne veut surtout pas les écouter. Donc, le gouvernement se moque royalement de ces paysans. Il devait rabaisser les contrôles. Aujourd'hui, là, ce matin, on va à Auch, là, soutenir un paysan qui doit aller à l'OFP suite à un contrôle de la police de l'environnement. Tout ça, ça devait être réglé. Et aujourd'hui, c'est le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'écologie lui-même, qui a lancé la procédure au niveau du procureur, pour qu'il soit auditionné. Mais enfin, on va où, là? Et c'est ça qu'on veut en France, c'est cette agriculture qu'on veut en France. Non, mais en fait, c'est sans peine, il faut arrêter, quoi. Faut les dégommer, on va dégommer, il va falloir dégommer. Il y en a marre. Oui. Allez-y, Thierry, c'est l'éclosion, on vous écoute. Il y en a marre, voilà. Écoutez, comme vous le savez, on s'est rendu avec mon collègue Michael Champet. Nous étions tous deux au blocage de la 7 à Albon. Nous avions fait une cagnotte quand nous avions appris le décès de Alexandra et Camille. Oui. Et nous sommes rendus ce vendredi à Pamiers, enfin à Thiriette, à côté de la commune, reçu par le maire pour remettre cette petite cagnotte. Un montant bien, mais bon, c'est pas le montant qui compte, c'est le geste. Et on a été reçu par Jean-Michel Sonac, son papa, sa maman, son papa qui est affecté aussi par une maladie respiratoire, et la petite fille Lucie qui a 9 ans. Et on a passé 3 heures à la maison, il a insisté pour qu'on reste à déjeuner avec lui. Et j'ai compris, parce que bon, on essaye de comprendre vite, on le sait d'ailleurs, on est des gens du métier, donc on sait. J'ai compris que la sincérité de cette famille et le drame qui les avait traversés. Et justement, Monsieur Attal, qui était venu rejoindre Monsieur Jérôme Bel, avait vu personnellement qu'il allait très vite mettre en place quelque chose pour justement la MHE, par exemple, la maladie hémorragique épizootique. Et Jean-Michel m'a convié qu'avec 10 bêtes malades, il n'avait rien touché alors qu'il engageait encore et toujours les frais de vétérinaire. Qui devait, et ça je m'adresse aux ligues de protection des animaux environnementales et écologistes, qu'il avec ses parents, il défeuillait la luzerne pour nourrir les bêtes, pour pas qu'elles leur donnent des tiges, parce que comme ils ont les joues asséchées, les lèvres asséchées, tout ça, elles peuvent pas mâcher. Et
Donc, il défeuillait la luzerne et il a sauvé 10 bêtes qui ont été affectées. Je crois que c'est un exemple de vie, c'est une leçon de morale qu'on ne doit pas oublier. Et j'en profite, puisque j'ai l'antenne, pour dire que j'ai lancé une cagnotte Litchi, là, parce que j'ai compris qu'on devait faire bien plus pour Jean-Michel, pour sa fille qui a glissé à Mickaël lors d'une petite sortie dans la cour. Il a emmené fait un petit tour de ferme en disant, Lucie, 9 ans, a dit, je veux pas que les vaches de mon papa, elles partent. Je veux élever des vaches. Voilà. Voilà où c'est qu'on en est, la France de Monsieur Attal, la France de Monsieur Macron, la France de Monsieur Le Maire, la France du mensonge, la gouvernance de la trahison. Et moi, je le dis, je sais que José et mon collègue, Monsieur Grégoire me rejoindra, et beaucoup de Français. Je crois qu'il faut botter le cul à ces gens, parce que de toute façon, ils nous prennent pour des imbéciles, ils nous manipulent, et l'agriculture est vraiment dans une situation financière difficile. Je vais vous dire, j'avais annoncé il y a quelque temps sur Facebook des chutes de production de 30 à 40%. La Russie est en train de perdre 40 millions de tonnes de céréales parce qu'il y a la sécheresse en Russie, ils vont passer de 120 millions à 80 millions. L'Europe de l'Ouest est très affectée par les inondations et tout ça, et les retards de semis. On fait du goudron aujourd'hui, on fait du goudron le 15 janvier, on fait du goudron au mois de décembre, au mois d'août, mais on ne sème pas des céréales toute l'année, et les céréales qui sont semées maintenant sont très très loin d'assurer une rentabilité aux agriculteurs. Je dirais au contraire, elles vont même creuser la dette. Nous, il nous reste encore une vingtaine d'hectares à semer. On a même plus envie. J'ai des collègues qui étaient avec moi sur les barrages, un jeune de 27 ans, il a tout plaqué. Il met en herbe pour finir la saison, son père met en herbe, ils ne savent même pas qu'ils vont vendre l'herbe, tant pis. Ils n'ont plus envie d'en blâmer. Avec les méthaniseurs, cette politique parallèle, bidon, les agriculteurs ne sont pas là pour faire du méthane, mais bon, tant mieux si ça peut aider quelques agriculteurs temporairement, mais on nous a manipulés depuis des décennies pour ne pas répondre à la problématique des prix agricoles. On a dit, faites du bio. Le bio, c'est formidable, ça sort bien. Les gars, ils sont tous HS, ils sont tenus par perfusion. Il n'y a pas de marché. Après, on a dit, faites du méthane. Pas de problème, les gars, méthaniseurs, regardez, ils s'en sortent bien. C'est rocambolesque. Maintenant, on nous dit, faites de l'agro-photovoltaïsme. On va tourner avec des moissonneuses autour des panneaux solaires. Pourquoi pas? Mais on marche sur la tête. Et en face, on nous fout des mondialistes qui nous écrasent avec des milliards de tonnes à des prix défiant toute concurrence, sans MSA, sans charge sociale, sans rien. Oui. Et on marche sur la tête. Donc, moi, je le redis, voilà. Oui. Monsieur Attal, et comme Monsieur vous dites, le maire, Monsieur Macron, vous êtes des vendus. Vous êtes des tordus. Le peuple va vous sortir. Et en plus. José Pérez. Et en plus pour le bio, là, dans la loi, ils veulent qu'il y ait plus de bio, alors que le marché bio s'est effondré. Vous voyez, c'est une politique qui va à contre-courant et à contre-sens. Ils poussent les agriculteurs à faire de la conversion bio, alors que le marché n'y est plus. Aujourd'hui, on a plein de producteurs qui sont en bio, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur production, et qui arrêtent. Et à côté de ça, la politique, le gouvernement pousse à faire du bio. Donc moi j'ai l'impression qu'on nous pousse à aller dans le trou. Vous voyez, il y a le trou qui est ouvert, et allez-y, vous allez tous tomber dedans, un après l'autre, on va tous vous éliminer. Et j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui de la politique de ce pays pour l'agriculture française. Alors j'allais dire, le bio au moins on vous pousse à faire encore de l'agriculture, alors que du méthane ou je ne sais plus trop quoi, à chaque fois là, c'est comme vous l'avez dit, c'est une économie parallèle, c'est oublier votre travail principal qui est quand même, selon moi, suffisamment important et je veux dire primordial pour nous tous, stratégique, pour que vous ayez à vous embêter normalement, à aller faire autre chose derrière. Et puis, je rappelle que le méthane, ça se fait pas comme ça. Il faut évidemment investir très très cher dans une, je sais plus comment ça s'appelle là, un truc de méthaniseur. Si on gagnait bien notre vie, si l'agriculteur gagnait sa vie décemment de son travail, de ses productions, vous croyez qu'on s'embêterait à mettre des panneaux photovoltaïques ou de l'agrivoltaïsme? Vous croyez qu'on ferait des méthaniseurs? Non. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut s'orienter vers d'autres branches et qui, elles, payent. Et même si ça va contre l'agriculture, malheureusement. Oui. Non, mais on comprend bien. Vous êtes obligé. Aujourd'hui, voilà, on est dans un pays de déproduction. On déproduit et on nous pousse à déproduire. Oui. Ne serait-ce que la PAC. Et aujourd'hui, l'imposition, l'obligation des jachères. On est obligé de laisser des jachères sur nos exploitations, sur des terres
où on pourrait faire du maïs, du blé ou peu importe quoi. Eh ben non, on est obligé de mettre des jachères. Donc, c'est de la déproduction. Ça, c'est la première chose. Alors, oui. Et ça produit reflète totale. Ouais. On a eu un petit problème de connexion. On va donner la parole à Philippe Bonjour. Grégoire. Philippe Grégoire, attendez, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu Philippe Grégoire. Sur ces questions, c'est intéressant aussi cette déproduction, le fait qu'on ne vous incite pas à faire finalement votre travail de paysan, mais à faire de l'économie parallèle finalement, qui n'a plus aucun sens en plus très souvent, comme on l'a dit, avec la jachère ou avec le méthane. Mais on parle des céréales de tout à l'heure, mais si on parlait des fruits et des légumes pour pour parler d'autres productions. Si en France, on nous laissait travailler comme travaillent tous les autres pays européens, comme en Espagne, le coût de la main-d'œuvre espagnole, le coût des cotisations sociales espagnoles, la réglementation phytosanitaire en Espagne, par exemple. Si on nous laissait travailler, nous, comme ils travaillent en Espagne, eh bien, je vous dis qu'Almeria, toute la zone là où il y a les serres partout Almeria, elle serait chez nous en Lot-et-Garonne ou partout en France. Parce qu'on a les terres, on a le climat, on a l'eau. Ouais. On a les agriculteurs qui veulent travailler, qui savent travailler, mais à côté de ça, on a rien. On n'a pas de main d'œuvre, on a des cotisations sociales qui coûtent une fortune, Ouais. on a des contraintes phyto, c'est à plus en finir. On nous supprime tous les jours des produits, alors que le président s'était engagé, pas de suppression sans remplacement. Et bien l'année prochaine, on a des insecticides qui vont encore disparaître. On sait même plus, en pomme par exemple, on sait même plus comment on va faire pour réguler certaines maladies, quoi. On ne sait même plus. Et à côté de ça, voilà, il faut continuer à vivre, continuer à travailler. Non, c'est plus possible. Ouais. On est à contre-courant de tout le monde. Ouais. Philippe Grégoire. Oui, ben, si vous voulez, comme l'ont dit les collègues, le problème, c'est quand même le mépris du gouvernement, des gouvernements, où quand même les agriculteurs sont considérés comme des esclaves, comme des petits soldats au bottes de l'agroalimentaire. Et après, bien sûr, ils n'ont même pas été capables d'harmoniser les normes. Ça, je veux dire, si on n'a pas le même code de la route de chez Thierry dans la Drôme à venir chez moi dans le Maine-et-Loire, on va dire, attends, on peut pas avoir deux codes de la route comme ça. Ça devrait même pas être une question. C'est le bon sens. Donc ensuite, le commerce, ce qui nous broye, c'est le mode du commerce, c'est le libre-échange qui nous broye. Il faut qu'il se fasse sur la base de la coopération avec le respect, bien sûr, des normes et des normes sociales et environnementales, pas qu'environnementales. Et après, j'ai vu beaucoup de mensonges dans la campagne de Valérie Ayé, Glucksmann, enfin tous ceux qui posent beaucoup à la télé. Hein. Ils disent on ne peut pas sortir de l'Union européenne, il faut rester dans ce modèle-là, car on exporte. Alors, il faut savoir que la balance, elle est de plus 5, tout confondu, mais le vin, on est à plus 17, les céréales, on est à plus 10, les produits laitiers, on est à plus 1,3, mais au global, il est mauvais le système, parce que même ceux qui exportent, si on enlève le champagne, des choses comme ça, c'est pas parce qu'on va exporter de la viande ou des porcs que l'agriculteur, il gagne de l'argent. Hein. C'est la coopérative, l'industriel qui exporte, qui gagne de l'argent, mais pas l'agriculteur. Et les fruits, on est à moins 71, les légumes, moins 28, les poulets, moins 50, les moutons, moins 60. Ben, je veux dire, c'est un modèle qui est mort. Et Thierry l'a dit tout à l'heure, on nous demande, on est dans la financiarisation de l'économie mondialisée, on nous demande de produire à un prix mondial. Un exemple, on connaît un producteur qui vend ses bananes 2 euros les 100 kilos, 2 euros les 100 kilos en conventionnel. Donc, je vous mets au défi, vous pouvez enlever toutes les normes, tout ça. Bon, voilà. Évidemment. Il vit dans une cabane, hein, il n'a pas une cuisine incorporée. Bon, donc, si vous voulez, ce qui nous détruit, c'est ça, parce que nos partenaires, Thierry va savoir de quoi je parle, le vétérinaire, les chambres d'agriculture, eux, ils sont sur un produit intérieur brut territorialisé. C'est-à-dire, vous avez parlé des méthaniseurs, des centrales photovoltaïques, ils ont l'exclusivité via la FNSEA pour faire les études, mais eux, quand ils font les études, ils sont pas au prix polonais, hein, ou au prix du Kazakhstan. Le gars qui vous vend les engrais, le gars qui vend les tracteurs, bah évidemment, eux, ils travaillent pas au prix d'un Indien, lui. Par contre, il va venir chez Thierry dans la cour, et il va dire à Thierry, bah, les céréales, elles valent 140 euros en Inde. Faut qu'on te les achète 140 euros. Et ben, ça, plus fort. Excuse-moi. Alors, allez, le mot de la fin pour Thierry, c'est close. De toute façon, on va devoir conclure. Excuse-moi, le plus fort, c'est que moi, j'ai croisé au salon d'agriculture nombreuses personnes, y compris des Maliens,
une personne que j'avais rencontrée quelques jours avant, qui est venue me rejoindre, y compris un Algérien. Le plus fort, c'est qu'ils vendent le lait en Algérie, au Mali, plus cher que nous en France. Ouais. Et un gars qui a 100 hectares, qui a 30 vaches en Algérie, qui a 50 hectares, 200 oliviers, il est milliardaire. En France, un gars qui a 400 hectares, il crève de faim bientôt. Il y a bien un problème de fond. On en revient. Bon, ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur Grégoire, j'ai entendu il y a quelque temps Madame Hayet dire mais c'est bien si on peut importer des céréales, même Monsieur Macron l'a dit, si on peut importer des céréales d'Ukraine pas chères pour nourrir les gens chez nous pas chères et exporter des produits à forte valeur ajoutée, comme si nos céréales elles aient poussé les joints de 10 cm par jour, à des pays qui achètent du plus cher. Ça veut dire les Français, faites-nous confiance, on va mettre le système en place pour que vous achetiez de la merde et on va vendre nos bons produits à l'extérieur. Mais c'est une honte. Bien sûr c'est que c'est une honte. Cette politique est une honte. Et de manière générale, moi je le dis aujourd'hui, d'ailleurs, on va pas rentrer parce que c'est encore un autre débat, on pourra le faire un autre jour, pourquoi pas, peut-être après les élections européennes, comme ça permettra de dire, vous n'avez pas influencé les chiffres, mais les chiffres, ils sont ce qu'ils sont, et puis on verra bien après le 9 juin ce qui va se passer. Mais en tout cas, ceux qui vont arriver en bout, il va falloir qu'ils changent les choses, parce que je crois que les agriculteurs aujourd'hui sont fatigués de cette politique. Il y a encore les Jeux Olympiques là derrière, mais tout par un coup, moi je pense que les gens vont vraiment perdre la boussole et vont mettre le pied à l'envers. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais. On est au bord d'une guerre civile. Les campagnes sont ruinées. Les agriculteurs peuvent passer. Vous pensez que les agriculteurs, ce sera ma dernière question à vous tous, mais vraiment en un mot, peuvent passer à une manifestation plus sérieuse et plus énervée? Bien entendu, c'est ce qui va se passer. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde bosse. Tout le monde, on est dans nos, voilà. On essaye de faire notre campagne parce que les paysans, ben voilà, notre objectif, c'est semer, c'est produire, et on essaye, et s'en sortir. On va passer la campagne. Moi, quand on va arriver au mois d'octobre, là, qu'on va faire le point, hein, et qu'on va voir qu'il va manquer encore plus qu'il a manqué fin de l'année dernière, je pense que ce qui va se passer dans ce pays, ce qui s'est passé l'année dernière, ça va être des pacotilles à côté de ce qui va arriver là au mois d'octobre, au mois de novembre. C'est pas possible autrement. Et on va tous déposer les bilans les uns après les autres. C'est pas possible qu'il ne se passe rien. Et ce qui va se passer, ça va être le chaos. Voilà, moi je vous le dis quoi. Mais il le faut. Allez. Il le faut. Oui. S'il faut arriver au chaos pour se faire entendre, pour une fois, ça sera pas les gens des banlieues, ça sera pas les gens d'Airbus qui, avec quelques heures de blocage, ont obtenu quand même 25% d'augmentation de salaire. Alors ce sont des gens déjà, des contrôleurs aériens à 5-6 000 balles par mois. Nous, on n'a pas de prime JO, nous. Les agriculteurs, ils travaillent, ils font leur travail, ils manifestent après, et pourtant, beaucoup ne sont pas payés. Ce pays, cette chose doit changer. Ouais. Ça n'est pas le prix du blé qui fait le prix du pain. J'avais donné l'exemple de la Madeleine, dans laquelle il y avait 400 euros la tonne de fourniture et la Madeleine était vendue 19 400 euros. Est-ce qu'entre les deux, il n'y a pas quelque chose à faire? Bien sûr. Allez, bon courage en tout cas à vous trois. On est vraiment de tout cœur avec vous. Vous le savez, Tocsin soutient particulièrement, je l'ai dit, vous êtes nos piliers et on est de tout cœur avec vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Oui. s'il vous plaît, pensez. À votre cagnotte. J'appelle les citoyens à penser à la cagnotte Jean-Michel Sonac. Allez. Cagnotte Litchi, Jean-Michel Sonac de Thierry Sénéclose. Philippe Grégoire, un dernier mot très rapidement. Un dernier mot, si vous voulez. Un pays, soit il a des chefs d'État dignes de ce nom. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau géopolitique, il y a les BRICS, il y a les Américains, il y a nous, l'Union européenne. Les Américains, quand ils envoient des négociateurs aux négociations, ils négocient pas l'agriculture, ils négocient l'arme alimentaire. Le jour où on aura perdu l'arme alimentaire, croyez-moi que vous enverrez même plus les pompiers et vous irez pas vous faire opérer. Parce qu'à mon avis, on peut pas vivre sans manger. Ah oui, il paraît, oui. Allez, merci beaucoup à tous les trois. Et justement, vous parliez des BRICS et de géopolitique. C'est tout le sujet qu'on va aborder avec Éric Denessé dans quelques secondes. Merci Thierry Sénéclose. Thierry Sénéclose, agriculteur dans la Drôme. Et puis sa cagnotte, vous l'avez entendu, Philippe Grégoire, agriculteur à Chanzeau dans le Maine-et-Loire et sur la liste de Nous le Peuple. Et José Pérez, co-président de la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne. Merci à tous les trois. Bon courage. Nous sommes avec les agriculteurs dans quelques